Sud Radio 7 Excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue à tous dans la dernière édition de C'est Excellent avant le break de l'été. Il m'avait déjà fait le plaisir de terminer la saison 1 de C'est Excellent en juillet 2020 et il revient donc ce soir pour finaliser la saison 2 et cela même si on n'a pas fait exprès. À mes côtés pour vous en studio, j'ai le plaisir de recevoir un chevalier défenseur des causes républicaines mais aussi romancier romantique. Ce n'est pas un pléonasme, je l'ai découvert dans son tout dernier roman Le voleur d'amour sorti aux éditions Grasset. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit bien de l'écrivain et avocat Richard Malka. Sur Sud Radio, on crée le lien entre tous les secteurs et les savoir-faire, sans barrière de genre, puisque l'importance, au risque de me répéter, c'est la force de l'implication. Il a été un élève turbulent, puis un compagnon du devoir, avant de devenir un artiste contemporain accompli, aux multiples pouvoirs et médiums. En seconde partie d'émission, je vous propose de découvrir avec moi l'excellent Mathias Kiss, qui va nous raconter, entre autres, son invention, l'ornementation brutaliste. Tout un programme, me direz-vous, mais c'est pas encore fini. Juste avant de le retrouver en bulle French Tech, on accueillera Raphaël Jabol, cofondateur et CEO de Avostart, le premier service d'assistance juridique du quotidien sur Internet. C'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On pourrait poser comme principe que vous finirez toutes vos saisons de radio par mois. J'adore le principe, ça jamais. me va très bien. À jamais. Oui, parce qu'on parle d'éternité dans votre livre, donc vous restez dans le thème, hein, c'est ça. Eh oui. Richard Malka. Alors avant de parler de votre talent indéniable justement d'écrivain que j'ai découvert avec délectation dans votre tout dernier roman Le voleur d'amour, qui est donc sorti chez Grasset et qui m'a personnellement, je le répète, beaucoup plu, on va évidemment échanger sur l'actualité, sur le récent procès Mila dont vous êtes l'avocat et qui vient de se terminer il y a peu. Alors je rappelle pour tous que 11 des 13 accusés présents ont pris 4 à 6 mois de sursis pour l'avoir harcelé et menacé de mort sur les réseaux sociaux. Est-ce que la justice a été à la hauteur, Richard Malka ? Oui, la justice a été à la hauteur. Elle a été rapide s'agissant du parquet de Paris et s'agissant d'une vague de menaces qui datait du mois de novembre. Elle a pris son temps. On a eu 2 jours d'audience, 13 heures d'audience par jour. Énorme. Et puis les sanctions sont ce que l'on pouvait attendre. C'est pas rien. C'était des jeunes gens qui avaient un casier vierge, tous. D'accord. Ils on pouvait pas commençaient leur s'attendre à vie. du ferme, quoi. Non, bien sûr que non. On met pas les gens en prison pour un tweet, même si c'est grave. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'on ferait pour les autres? Et puis c'est inscrit à leur casier judiciaire. Et puis ils doivent payer 2 500 € chacun. Et puis il y a eu des perquisitions, des gardes à vue. Tout cela devant les caméras aussi. Et c'est tous des jeunes majeurs en fait, hein, pour la plupart. C'est tous des jeunes majeurs. Ouais. On demande pas, moi je suis avocat, je demande pas la vengeance, je demande la justice. Et quant à Mila, elle veut du mal à personne. Mais elle avait besoin, et c'était essentiel pour elle, qu'elle se sente soutenue, protégée par l'institution judiciaire, qui a fait son travail, qui l'a bien fait. Je sais que c'est pas que tout le monde ne dit pas ça, que c'est pas la mode de dire ça. Non, mais c'est important la justice de le faire a été au rendez-vous. Ouais. La police est au rendez-vous. C'est des centaines d'heures d'enquête parce que c'est compliqué. Il faut remonter aux États-Unis, les GAFA, Twitter, les identités. La police la protège. Donc ça aussi, c'est pas... On n'entend pas ça tous les jours, mais la police aussi a été à la hauteur. La police a aussi fait son travail. Voilà, il faut le dire aussi. Après, les autres institutions, c'est autre chose. Mais c'est pas que les institutions de la République, c'est aussi les institutions familiales. Comment on arrive à ce que 100 000 jeunes envoient des menaces de mort et puis se sentent mieux après avoir envoyé des messages pour dire je vais te broyer le crâne, je vais te décapiter, je vais te faire une Samuel Paty. Puis ils l'écrivent. Je vais te faire une Samuel Paty. Ah oui, c'était la grande mode à un moment. Ou alors suicide-toi. Il y en a 100 000 comme ça. Et ce sont aussi nos enfants qui écrivent ça. Donc là, il y a un sérieux problème. Clairement, oui. Alors, ce procès et l'histoire de Mila, c'est quand même une jeune femme bien courageuse, hein, il faut le dire, compte tenu de sa situation hallucinante en République, il faut le souligner aussi quand même. Est-ce que ça marque enfin la fin de l'anonymat sur les réseaux? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience qui fonctionne, Richard Malka? C'est pas tant la question de l'anonymat que la question de l'impunité. Oui, je crois que là, effectivement, il y a un premier message qui a été adressé, qui est un message fort. S'il n'est pas entendu, oui, peut-être qu'il faudra aller encore plus loin, condamner davantage. Et puis peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir à une peine complémentaire qui serait l'interdiction de présence sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Parce que ça marche. Ah bah ça, ils le comprendraient.
Ça, il le comprendrait parce que finalement. ce dont on se rend compte et dont on n'a pas forcément conscience à nos âges, même si on n'est pas si vieux que ça, c'est à quel point c'est devenu essentiel pour eux, existentiel en fait. Donc ça, il faut en passer par là. Et puis il faut aussi penser à la régulation des réseaux sociaux. On n'en est qu'au début. Ouais. Alors Richard Malka, les gens qui continuent à harceler Mila, parce que moi, il y a un truc notable que j'ai remarqué quand même, c'est qu'ils le font au nom du respect des religions quand même, du respect quoi. Alors harceler et menacer de mort au nom du respect, il y a quand même un paradoxe essentiel quoi. Alors tous effectivement de manière unanime disaient que ils réagissaient au nom, en gros, de l'antiracisme. C'est-à-dire que au nom de l'antiracisme, ils, mal compris et complètement dévoyés, ils en viennent à souhaiter la mort d'une adolescente de 16 ans et demi. Et le pire, c'est qu'en fait, ils ne savaient même pas quels étaient ses propos. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas rechercher... Ils vont regarder les retweets, c'est ça ? Oui, ils ne regardent que les TT, les top tweets. Ils s'informent comme ça. Donc la plupart inventaient des propos qu'elle n'avait pas tenus, ce qui leur permettait de lui envoyer des menaces de mort au nom de l'antiracisme. Pourquoi ça fait plaisir d'envoyer des menaces de mort comme ça ? Parce qu'on a l'impression qu'ils ça leur fait plaisir. C'est ça, non, mais ils le disent, du plaisir à faire ça. Ils le disaient. C'est jouissif, quoi. Ah oui. Non, mais d'ailleurs, ils le disent. Ils disent, j'étais soulagé, après je me sentais bien, et puis j'oubliais. Je sais pas comment. Non mais comment on fait pour souhaiter la mort de quelqu'un, l'écrire et l'oublier 5 minutes plus tard ? C'est quand même parce que pour eux en fait c'est comme ça qu'on écrit sur Twitter. Donc il y a quoi ? Il y a un problème d'éducation c'est quoi l'histoire ? Ça sort d'où ça ? Il y a un gros problème de transmission de valeurs. Et c'est ce que leur a dit le président. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites pas ça. Donc, vous le faites pas non plus sur Twitter. Donc là, il y a des messages qui ne sont pas passés. Et je pense que ce procès, je l'espère en tout cas, changera les choses, que la peur de la sanction remplacera leur conscience déficiente, parce qu'il n'y a que ça quand les consciences sont déficientes, et que... la peur de la loi, quoi. Oui, et que la peur changera un peu de camp et que ça responsabilisera un peu les gens. Je pense que, vu l'impact médiatique de cette affaire, peut-être qu'ils n'oseront pas appuyer sur le bouton « envoi » pour se défouler en réalité de leur frustration. Ouais, c'est ça. En tout cas, on l'espère, Richard Malka. J'avais envie de vous demander comment elle va, Mila. Elle est soulagée par cette décision. On est très heureux d'avoir été accueillis hier à la mosquée de Paris, par ailleurs, parce que c'est un beau message. C'est un message d'apaisement, d'ouverture, de main tendue, de part et d'autre. Quand on n'est pas d'accord, ça arrive, ça. On peut ne pas être d'accord sur la place des religions, sur le sens des religions, mais on se menace pas de mort, on dialogue. On se parle, on fraternise, et puis on n'est pas obligé d'être d'accord à la fin, mais n'empêche que... Pardon ? C'est aussi ça la République, finalement. Mais c'est ça la République. C'est ça la fraternité, le débat, le dialogue. On n'en vient pas aux insultes et aux menaces de mort. Et puis, dans cette affaire, à la base de cette affaire, il y a aussi une confusion totale entre l'antiracisme que nous évoquions et le blasphème. Critiquer la religion, ce n'est pas être raciste. Critiquer la religion, c'est un droit. Je ne le répéterai jamais assez. En France, en République, c'est un droit. Alors, est-ce que justement, en France, notre pays laïque, finalement, la sacralisation, c'est la République. C'est la République qui est sacrée ici. Mais bien sûr. Je n'aurai là aussi de cesse de le dire. Les religions ne relèvent pas de l'univers du sacré dans une république. C'est pas intouchable. On a une longue tradition de critique des religions. C'est même une condition de la liberté humaine, du libre arbitre, de la possibilité de croire, de ne pas croire, de vous vêtir comme vous voulez, de manger comme vous voulez, d'avoir la sexualité que vous voulez, d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, les religions, ça ne se respecte pas en bloc, ça n'a pas de sens. En fait, le mot respect, ils l'utilisent, mais il est vide de sens. D'abord, ils n'ont jamais lu rien du tout, donc on ne peut pas respecter quelque chose qu'on ne connaît pas. Et par ailleurs, une religion, ça se discute, on dialogue avec, ça s'analyse, ça se commente, ça s'interprète. On s'inspire de certains passages et puis on en rejette d'autres. On n'est pas des moutons qui devons. Mais d'ailleurs, les textes bibliques eux-mêmes vous incitent à cela. Parce que sinon, c'est l'idolâtrie, et c'est le fanatisme, et c'est l'intégrisme.
Les textes, et il y a 1000 histoires, aussi bien dans la Torah, dans le Coran que dans la Bible, qui incitent les hommes à critiquer, à exercer leur libre arbitre, à dialoguer. On n'est pas enfin, on est des êtres humains, donc à l'image de Dieu, donc avec un esprit critique. Oui. Mais est-ce que c'est pas l'État finalement et la manière dont ça a été constitué qui a échoué dans la transmission de ces valeurs républicaines justement, Richard? C'est nous tous, oui, bien sûr, le politique a une responsabilité lourde, et je parle pas d'ailleurs de ce gouvernement qui fait plutôt moins mal que les autres, mais de tous ceux qui se sont succédés depuis 30 ans, d'abord par manque de vision, et puis ensuite par manque de courage. Il y a une responsabilité lourde, mais on a oublié que la liberté d'expression, c'était pas acquis pour toujours, que la laïcité, c'était pas acquis pour toujours, et que tout pouvait basculer extrêmement vite. En fait, ça, c'est le vrai danger, en fait, actuellement. Les gouttes d'eau tombent, et puis un jour, il suffit d'une goutte d'eau supplémentaire pour qu'on bascule dans un autre monde. Et il y a aussi une petite nuance qui m'intéresse, moi, c'est la libération de la parole qu'on observe sur les réseaux. C'est une espèce de liberté à outrance, et on n'est plus dans le cadre de la liberté d'expression. Donc finalement, la limite entre les deux, on est d'accord que c'est la loi, quoi, en fait. Bah bien sûr. Non, mais il n'y a pas de liberté qui soit absolue. Ouais. Ça n'existe pas. Il y en a une, c'est votre liberté de penser ce que vous voulez dans votre tête. Oui. Ça s'arrête là, grosso modo. À part ça, non, on vit en société, donc on abandonne des portions de liberté tous les jours, du matin au soir. Et la liberté d'expression, c'est pareil, c'est un équilibre avec le respect de la personne humaine, la présomption d'innocence, la diffamation, l'injure, l'incitation à la haine et le racisme, le vrai racisme. Le racisme, c'est des propos qui portent atteinte aux personnes, pas à ce que croient les personnes. Bien sûr. Merci Richard Malka. On a parlé de vous, avocat. On va passer au romancier dans pas longtemps. Et puis on va bientôt accueillir aussi l'excellent artiste contemporain Mathias Kiss. Sud Radio, c'est excellent. Ne bougez pas, nous on revient. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Et on le prouve avec l'avocat engagé et écrivain romantique et un peu gothique, il faut le dire, Richard Malka. Dans pas très longtemps, il sera rejoint par l'artiste multi-support et créateur d'intérieur étonnant Mathias Kiss. Et juste avant cela, on accueillera en bulle French Tech Raphaël Jabol, cofondateur et CEO de Avostart, la start-up française qui offre des services juridiques de professionnels sur Internet. Mais pour l'instant, on continue avec Richard Malka. Richard Malka, j'ai beaucoup aimé votre dernier roman, sorti chez Grasset, Le voleur d'amour, je l'ai dit plusieurs fois déjà. Vous nous y racontez la saga de Adrian Van Gogh, qui est une nouvelle forme de vampire et qui aspire l'amour et la vie de ses victimes par l'œuvre d'un baiser prolongé. Alors j'avais envie de vous demander pourquoi voler avec un baiser, pas avec une morsure classique du vampire? Est-ce que c'est une quête de douceur dans un acte violent? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Expliquez-moi. Oui, j'aime bien le contraste entre la douceur d'un baiser et la violence qu'il y a dans ce que prodigue Adrian Van Gogh. D'accord. Et puis c'est plus réaliste, on embrasse plus souvent qu'on ne mord. Oui, effectivement. Donc c'est plus terrifiant. D'accord, donc c'est peut-être plus réaliste en fait. D'accord, le fait d'être plus proche de la réalité, ça provoque un malaise qui a pas forcément avec la morsure en fait, c'est ça? Oui, en fait, il aspire. En fait, l'amour, ça se résume aussi en hormones, comme tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et lui a le don, parce qu'il a une histoire particulière, il a beaucoup souffert enfant, et il a une manqué enfance d'amour. très particulière, et une conception qui est singulière également. Il a développé le don d'aspirer les hormones du désir, de l'amour, du plaisir, lorsqu'il embrasse, ce qui ne le rend pas forcément heureux d'ailleurs. Alors ça le rend immortel, mais pas heureux. Non. Donc l'immortalité, c'est pas forcément le bonheur. Non. Ce roman, c'est un condensé d'histoire du monde et autour du monde, puisqu'il se passe pendant 2 siècles et autour du globe. C'est aussi une ode à notre histoire de France et à sa quête de liberté. Vous y revenez souvent d'ailleurs. Et à l'amour. Et à l'amour. Et à la liberté. Bien sûr. Et alors, il y a quelques messages que vous passez, notamment en abordant la rencontre entre votre héros, Adrian Van Gogh, et Rousseau, Diderot et d'Alembert, qui furent condamnés en leur temps d'hérétiques pour avoir écrit l'encyclopédie. C'était aussi parce que ça résonne particulièrement pour vous aujourd'hui que vous les avez traités? C'est l'avantage d'écrire un roman comme celui-là qui se déroule sur 2 siècles, qui démarre à Venise au XVIIIe siècle et qui se finit à New York de nos jours, c'est qu'on peut picorer dans l'histoire tous les événements historiques qui vous passionnent. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc effectivement, il se retrouve à Paris au moment avec les encyclopédistes, enfin ses parents plutôt, lors de sa conception. Et puis il traverse les siècles, il passe à Constantinople.
il rencontre Picasso, Lord Byron. Il est au bateau, Oui, Lavoir donc aussi on en peut s'amuser, 1904. ça permet de s'amuser. C'est une récurrence aussi de l'histoire d'opposition dans votre livre entre l'obscurantisme religieux et la lumière des sciences aussi. Oui, mais Richard qui Malka. se retrouve à l'intérieur d'Adriane Oui. et en réalité à l'intérieur de chacun de nous. Ouais. En fait, c'est aussi un livre sur cette dialectique constante entre notre part de lumière et notre part d'ombre. Moi, j'essaie d'écrire. Enfin, je pense que quand j'écris, j'utilise ma part d'ombre et quand je plaide, j'essaie d'utiliser ma part de lumière. Ah, c'est une info, c'est ma schizophrénie, mais je m'en sors comme ça parce qu'il faut en faire quelque chose de sa part d'ombre. Ouais. Si on la regarde pas en face, elle nous mène, elle nous dirige. Ouais. Elle vous dévore un peu comme un vampire? Oui, donc faisons-en des œuvres artistiques. Oui, au lieu d'insulter les gens sur les réseaux, je suis bien d'accord. Richard Malka, votre héros, il est donc ombre et lumière, justement, et c'est aussi ce qui fait sa beauté. Vous avez un amour pour l'humanité et tout ce qu'elle inclut, en fait, que ça soit le bien ou le mal. C'est toujours lié, ces deux choses-là, ça n'existe pas l'une sans l'autre. Oui, alors là, pour le coup, c'est un peu le lien entre mes deux professions. Je sais, comme avocat, que dans les pires monstres, il reste toujours une part d'humanité et que c'est terriblement touchant. C'est pour ça que vous pouvez les défendre, les monstres? Enfin, vous avez... Oui, parce que c'est pour ça que j'ai envie de les défendre. Parce que c'est ce que je vois. Et puis parce que ce sont des réprouvés et que je ne sais pas pourquoi, mais par nature, j'ai toujours envie de défendre, pas d'excuser, mais plutôt de défendre ceux à qui on lance des pierres. Ceux qui sont faibles, quoi. Affaiblis, en tout cas. Ceux qui sont rejetés. Ça ne veut pas dire, encore une fois, les excuser, mais ça veut dire essayer de développer leur part d'humanité, parce qu'il en reste toujours. Même chez un nazi, Richard Malka, il y a une part d'humanité. Mais justement, il rencontre des nazis et il embrasse ce nazi-là parce que ça l'intéresse aussi. Et or, il se trouve que, parce qu'il a un don aussi qui est il discerne les saveurs, les différentes saveurs de l'amour qu'il vole. Et il constate que le goût de cet amour qui était à l'intérieur du nazi est exactement le même que celui qu'il peut trouver dans d'autres corps. Sauf que les images qu'il récupère le hantent ensuite, quand même. Les nazis aimaient leurs femmes, leurs enfants, ils étaient amoureux, c'était des bons maris. C'est pas ça qui distingue, qui fait la distinction entre un barbare. C'est autre chose. C'est la colère, c'est la peur. Vous pensez que les nazis avaient peur, Richard Malka? Ça part d'une société qui a peur, qui cultive la peur. C'est comme ça que ça naît, le nazisme. Et c'est comme ça aussi que vous pensez qu'aujourd'hui... Alors c'est la thèse de mon livre, c'est qu'il y a deux sentiments sources. Tous les autres sentiments sont des déclinaisons. La peur et l'amour. Tout le reste, c'est des sentiments seconds. À l'origine, quand vous sortez du ventre de votre mère, c'est la peur d'un nouveau monde. Et c'est l'amour quand on vous pose sur le sein de votre mère. Et quand il y a trop de peur, ça donne des catastrophes. Donc tout le monde est capable d'aimer, en fait, c'est ça, Richard Malka. Je veux le croire. C'est beau. Merci, Richard Malka. Puisque vous êtes avocat, cette start-up va vous intéresser. On part ensemble à la rencontre de Avostart. C'est le premier service d'assistance juridique du quotidien sur Internet. C'est parti. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Justement, c'est pas pour rien que je l'ai fait parler en même temps que vous. Bonjour, Raphaël Jabol. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Beaucoup. Vous êtes en présence d'un grand avocat, vous le savez, Raphaël Jabol. Effectivement. Bonjour maître, comment bonjour. C'était important de vous faire intervenir justement pour avoir un peu son opinion aussi sur votre service. Alors vous êtes cofondateur et CEO de Avostart, qui est donc, je le disais, la start-up française qui offre des services juridiques de professionnels sur Internet. Dites-nous en plus pourquoi c'est innovant en fait, pourquoi c'est différent et pourquoi c'est mieux ou moins bien ou égal à un avocat directement. Alors en fait, nous, encore une fois, Avostart, c'est donc bien l'assistance juridique du quotidien. Le besoin auquel on veut répondre, c'est un besoin, je dirais, assez simple et le constat aussi, tout le monde le partage. Aujourd'hui, je dirais que la technologie elle a permis de simplifier et démocratiser l'accès à beaucoup d'usages de services. Et en fait, le droit, et notamment le droit au quotidien, celui-ci, la technologie, elle n'a pas encore permis aux avocats, aux professionnels de pouvoir rencontrer les particuliers et les besoins qu'on évoque, c'est pas nécessairement le judiciaire, c'est pas nécessairement le fait d'aller au tribunal, un licenciement ou un divorce, mais c'est tous les besoins du quotidien quand on a une question par rapport à une décision en copropriété, un remboursement de caution par exemple, une question sur un contrat de travail.
tout ça, aujourd'hui, ce sont des besoins qui ne sont pas nécessairement adressés, pour lesquels les gens se débrouillent tout seuls, souvent en allant chercher sur Internet. C'est des besoins techniques, quoi. Exactement. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que la situation empire. D'accord. Et vous Et avez nous, des gens... aujourd'hui, on est là pour pouvoir régler ce problème-là. D'accord. Vous avez des gens qui vous appellent pour des problèmes directement, je sais pas, pénaux, je sais plus comment. Alors, en fait, à Vostart, pour le coup, l'assistance juridique du quotidien qu'on évoquait tout à l'heure, on couvre tous les domaines du droit. D'accord. On a un réseau à peu près d'une cinquantaine de plus ou moins une centaine d'avocats partenaires, cabinets et avocats, qui couvrent justement tous les domaines du droit. Donc, ça va du pénal, mais également du droit social, du droit de la famille, l'immobilier. En fait, c'est vraiment ce que j'évoquais, c'est vraiment le quotidien. Et le droit encadre notre vie au quotidien. On a tendance à l'oublier, mais c'est le cas. Et c'est que des avocats ou vous avez aussi des juristes qui travaillent avec vous? Alors, on a uniquement des avocats. D'accord. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, un avocat, pour nous, en fait, c'est comme un médecin. Malheureusement, les gens aujourd'hui ne voient pas ça comme ça. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Richard Malka? En fait, je crois qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que sinon c'est un délit pénal. En fait, ce serait de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Donc c'est forcément des avocats. Mais est-ce qu'un avocat, c'est comme un médecin aujourd'hui? On n'a pas le droit de... Non, bien sûr. Mais est-ce qu'un avocat, c'est comme un médecin aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'on aille voir un? C'était ça la question plutôt. Oui, bien sûr. C'est ce type de service est très utile et peut combler effectivement des lacunes pour des tout petits litiges où les gens vont pas forcément... Donc vous vous occuperez pas forcément non plus, vous? De toute façon, c'est même dans ma spécialité, ça serait un peu compliqué, mais c'est très bien que ce genre de service existe et se développe. Raphaël Jabol, est-ce que les données de vos utilisateurs abonnés, je tiens à le préciser, c'est 5 € par mois l'abonnement, est-ce que les données des utilisateurs sont sécurisées? Ah oui, ça évidemment, étant donné qu'on touche à tous les domaines du droit, on aborde tous les éléments de la vie du quotidien. D'accord. Donc ça peut aller des données pénales sur le travail, la santé, etc. Donc on est bien obligé de pouvoir assurer la confidentialité et la sécurité des données. Ouais. Et pour l'abonnement qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, c'est un abonnement à usage illimité. D'accord. Et qui démarre à partir effectivement de 5 € par mois. Et avec cet abonnement, tout comme Netflix pour du streaming ou Spotify pour de la musique, les utilisateurs pourront bénéficier en illimité. C'est le Netflix des avocats, quoi. Exactement. Le but étant effectivement de permettre aux utilisateurs de bénéficier, de faire tomber cette barrière qui peut souvent être le prix, la faire tomber pour leur permettre d'utiliser le service à usage illimité et leur permettre de consulter un avocat, un professionnel lorsqu'ils ont un besoin, afin de ne pas laisser la situation s'empirer simplement pour une raison de coût. Richard Malka, est-ce que vous pensez qu'une consultation juridique virtuelle, elle peut remplacer la présence, le rendez-vous physique? Pour des petits litiges très simples, pour des petites questions juridiques très simples. Pour des amorces, quoi. Oui. Voilà. Après, quand ça devient un peu plus compliqué, je préconise quand même de prendre un vrai avocat, en vrai. Cela dit, c'est des vrais avocats quand même. Raphaël Jabol, est-ce qu'il y a des rendez-vous physiques qui s'organisent avec certains de vos abonnés ensuite? Est-ce qu'il y a des suivis sur des grosses affaires derrière, etc.? Ça sera ma dernière question. Oui, alors en fait la manière dont ça fonctionne, c'est que l'utilisateur ou l'utilisatrice va venir sur Avostart, va poser sa question en langage naturel, pour ne pas le formaliser avec ses propres mots. Notre technologie va analyser la question, extraire le besoin juridique, mettre en face le bon avocat. Donc là, après, sous 24 heures au plus tard, l'utilisateur obtient sa réponse directement sur son espace client. Si nécessaire, pour plus de précision, il peut booker une téléconsultation comme en médecine, en fait, de 20 minutes, où on sera mis en relation avec l'avocat. Et après, si jamais on devait aller plus loin avec l'avocat pour des prestations, en l'occurrence, là, l'utilisateur va être invité au cabinet de l'avocat pour voir quelles démarches et comment ils vont enclencher les démarches ensemble. Ok. Bravo pour tout ce que vous faites. Bravo Raphaël Jabol. Je rappelle donc que vous êtes cofondateur et CEO de Avostart, qui est disponible pour tous ceux qui ont besoin d'un avocat assez rapidement. Sud Radio, c'est toujours excellent. Et on revient dans un instant avec l'écrivain et avocat combattant Richard Malka et l'artiste artisan d'art et compagnon du devoir Mathias Kiss. À tout de suite. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien raison. Heureuse d'être avec vous pour la dernière avant l'été de C'est excellent, l'émission qui crée le lien. À mes côtés pour vous en studio ce soir, le romancier et courageux avocat Richard Malka, avec qui on accueille un artiste contemporain hors norme et multi-support, Mathias Kiss. Bonsoir Mathias Kiss. Bienvenue. Merci.
Mathias Kiss, vous êtes aujourd'hui, je le disais, un artiste accompli qui a embrassé tant la technique nécessaire que la créativité aussi à la réalisation de vos œuvres. Mais au départ, ça s'est pas très bien passé à l'école, hein, c'est ça ? Vous avez commencé la vie en sachant pas très bien ce que vous alliez faire, si j'ai bien compris. Peut-être que je me trompe. Ah oui, donc c'est la vie qui a décidé pour moi. C'est ça. Mais depuis toujours, ça s'est jamais bien passé. Et puis ça a fini par bien se passer, en fait. Ce qu'on peut embrasser, il faut savoir l'embrasser. Enfin, ce qu'on peut éviter, il faut savoir l'embrasser. Ouais. Donc, le parcours professionnel, en fait, a décidé pour moi. D'accord. Je viens, en fait, vous voyez ce que c'est, l'orientation professionnelle. Oui. Donc, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Évidemment, je l'ai pas choisi, mais subi. D'accord. Et j'ai essayé de prendre le meilleur dans ce parcours. Pourquoi vous avez arrêté l'école ? C'est vous qui avez voulu ? Ah ben non. Enfin, à 14 ans, on vous a fait arrêter, quoi. Voilà. On vous a orienté en fait en apprentissage, c'est ça ? Quand tu es malheureux, tu tapes des pieds à l'école, ce qui est déjà peut-être un peu un cri d'amour qui correspond au statut peut-être d'artiste, dans lequel je me reconnais pas dans les succès, mais dans la souffrance et dans les doutes et dans le besoin du regard des autres et de le partager. Donc à l'école, je tapais trop fort des pieds. C'était déjà un signe de mal-être, mal-être, etc. Et donc, ça a décidé pour moi. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tapé des pieds aussi en faisant de la boxe taille, hein, Mathias Kiss. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est que souvent, on ne comprend pas en fait l'affiliation entre la boxe taille et le métier d'artiste. J'allais y venir, justement. Oui, comme si d'ailleurs, en fait, moi, je suis d'origine hongroise et en Hongrie, on n'a pas... C'est différent. Enfin, il y a des passerelles. En fait, on peut savoir jouer des échecs à un instrument de musique, savoir réparer une bagnole et savoir mettre un coup de pied retourné. Ouais. En France, c'est beaucoup plus sectorisé. Et je pense que qu'est-ce que c'est de la tête, Richard Malka. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qu'un boxeur si ce n'est un mec qui monte à poil sur une scène pour briller et être applaudi. Ouais. Donc c'est la lumière en fait. J'avais pas, moi, je venais de l'échec scolaire, j'étais apprenti. Avec tout ce que ça comporte dans les années 80, dans le bâtiment, on faisait quand même caca dans des sacs en plastique. Tu vois, il n'y avait pas les chiottes chimiques. Enfin, c'est une autre époque, c'est d'autres valeurs, d'autres. C'était beaucoup plus viril, beaucoup. Tous les bidons de peinture que j'utilisais avaient une croix. Une tête de mort. Une tête de mort voilà, sur le bidon. Et donc, c'est d'autres valeurs. J'ai oublié, qu'est-ce que tu me disais ? Je disais simplement que vous avez la boxe taille, vous tapiez des pieds et qu'ensuite, oui, c'était aussi donc une manière de vous faire dans de cette la période reconnaissance. qui n'était pas valorisante, la boxe taille était un peu le bout du tunnel. Enfin, c'était une façon pour moi de C'était aussi finalement une manière de chercher de la rigueur, parce que après votre apprentissage, vous avez quand même rejoint les Compagnons du Devoir. Donc les Compagnons du Devoir, ça rigole pas vraiment non plus. Donc vous aviez un besoin peut-être aussi de rigueur, de structure. Bien sûr, j'avais pas de cadre, pas de parents, donc je pense qu'effectivement, et dans la boxe, j'ai trouvé des pairs PAIRS. Ouais. Et une autorité que moi je dis les compagnons, c'est entre le clergé et l'armée, hein, c'est génial quand tu t'es barré. Et c'est vrai que je pense que j'avais besoin de cette discipline, même peut-être cette violence, cette agressivité. Même il y a de la violence chez les Compagnons du Devoir ? C'est un peu un combat tous les jours, oui. Ouais. C'est une violence qu'on aime partager. Hein, c'est des câlins, c'est des claques dans la gueule qu'on se met en famille, quoi. Vous avez fait ça 10 ans, hein, c'est ça, à peu près ? Ouais. Et alors, vous avez appris la totalité des techniques avec eux nécessaires à la restauration des monuments historiques, hein, c'est ça ? Exactement. Pour mieux les déconstruire ensuite, parce qu'en fait, vous êtes entré dans la technique et dans la beauté du patrimoine classique pour le déstructurer ensuite dans vos créations. Hein, c'est ça, Mathias Kiss ? Mais pour rejoindre la conversation avec Richard avant, je pense à Chaplin avec le dictateur, etc. C'est qu'en fait, j'adorais les feuilles d'acanthe, j'avais l'impression d'être un petit robot, mais je me suis dit à un moment, si la porte se ferme au Louvre, je vais rester combien ? Je vais être enfermé, je vais jamais pouvoir sortir. J'étais terrifié de cette répétition et ce côté poussiéreux. Je me disais, à un moment, tant que j'apprenais, je respectais l'autorité pour lequel j'étais soumis, et à un moment, je me suis dit, il faut intéresser un autre public, il faut intéresser nos gamins. J'essaie de créer un trait d'union entre... L'idée, toujours, moi, c'est que votre grand-père, ça doit l'intéresser, mais votre fille aussi. Oui. Et j'essaie, en fait, d'avoir un public... De lier les générations aussi, quoi. C'est qu'une grand-mère peut être sexy, voilà. J'adore l'idée, moi, ça me va très bien. J'essaie de réunir, mes deux mondes qui sont a priori... On est toujours belle après 50 ans, je vous le confirme. De ne pas opposer le classicisme et l'art contemporain, et inversement. Bien sûr.
L'idée, c'est pas d'opposer, c'est de lier. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je disais en début d'émission, pour vous présenter, que vous avez inventé un concept qui est l'ornementation brutaliste. Brutaliste, je vais y arriver. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est précisément, Mathias Kiss? Donc, moi, je viens de la restauration, qui est quand même l'inverse de la création. C'est que dès que tu as une bonne idée, on te dit tu fermes ta gueule, tu vas faire comme Louis XIV avait décidé, ou je sais pas quoi, vraiment. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, moi, j'avais rien contre ça, mais je voulais, encore une fois, l'ouvrir à un public plus large. Et a priori, l'ornementation, en fait, c'est-à-dire qu'une façade brutaliste, un bunker, tu perces un trou, tu dessines dans l'ébrasement, en fait, une ombre, et ça crée une ornementation contemporaine. C'est-à-dire le rythme, tu vois, de meurtrière que tu peux mettre sur un château fort. Donc, l'ornementation, je l'abandonne pas à la feuille d'acanthe et à une frise grecque. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de déstructurer effectivement le classicisme, qui est la symétrie, qui est le dogme de la pensée unique. Et le cadre, même quand on dit, pour moi qui ai eu besoin de cadre, c'est-à-dire quand on dit tiens, cet enfant faut le cadrer, nanana, bah moi le cadre, c'est vrai que j'ai un petit problème avec ça et je le fais smurfer. Ouais. Et donc c'est vrai que l'ornementation, je peux aussi la faire, par rapport à votre plateau, en plexi rouge transparent. Enfin, vous voyez, c'est que j'ai rien contre la feuille d'or, mais j'essaie de l'emmener sur un autre terrain et sur une autre époque. Alors, j'ai relevé un point commun chez vous deux, Mathias Kiss et Richard Malka. Vous avez chacun un rapport au passé qui est traité comme un phare pour le présent. C'est le cas dans votre livre, Richard Malka. Qui est traité comme un phare pour le présent, ce passé des Lumières, de la République, etc., dont on a oublié certaines valeurs aujourd'hui, qui serait, s'il était plus écouté, plus étudié, un phare pour nous aujourd'hui, pour mieux avancer. Non, j'ai pas la nostalgie du passé. Non, c'est pas par nostalgie. C'est des valeurs. C'est des valeurs passées défendues aujourd'hui. Non, mais c'est que... c'est l'installation. En l'occurrence, on parle de l'installation de la République, des Lumières, de tout ce qui fait la France aujourd'hui. C'est immuable, en fait. En fait, on retrouve déjà tout ça dans l'Odyssée et l'Iliade. Il y a tout. Et puis même dans les grands textes bibliques. Vous voyez, l'avocat du blasphème est aussi capable de défendre ces textes qui sont merveilleux et poétiques et qui pour certains, contiennent toute la sagesse des hommes. Mais pas que. Oui, ça dépend à quel degré. Aussi leur cruauté. Mais donc... bien sûr qu'il faut, on vient de là, c'est dans notre ADN tout ça. Ça a déjà été pensé, vécu, et il faut s'en enrichir. Parce qu'il y a une tendance de déboulonnage, de changement des titres de livres en ce moment, etc. C'est comme si tout d'un coup, vous venez de tourner le dos au passé. Non, il n'y a pas de page blanche. Voilà, effectivement, il y a peut-être un lien, pour le coup, ça fait le lien entre nous deux. Bah oui, parce que lui, il embrasse le monde d'avant pour le recréer en version contemporaine, en fait. Il pourrait pas le faire s'il n'y avait pas de passé. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Mais d'accord. C'est ce que vous faites, Mathias Kiss. Vous vous servez de ce qui s'est passé avant et vous le retransformez au goût d'aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Moi, toute ma matière, en fait, ce n'est que du patrimoine, que de la frise historique. Enfin, c'est que l'histoire, la matière de l'histoire. Donc, à travers une feuille d'or, à travers un ensemble de vocabulaire ornementé, effectivement, que je déplace ou sur le terrain, ou en forme, ou en matériaux, ou en couleur, etc. Alors, vos médiums d'expression aussi, Mathias Kiss, ils parlent autant de peinture que de sculpture ou d'architecture, comme si ces trois éléments, ils étaient indissociables chez vous, en fait. Tout va ensemble. Ouais, parce qu'en fait, en travaillant pour les monuments historiques, il y a une échelle qui est monumentale. Donc, en fait, moi, je peins régulièrement des ciels, un ciel de 30 mètres carrés, pour moi, c'est un échantillon, vous voyez, c'est-à-dire que c'était tellement démesuré que... Alors qu'on était dans la finition, vous voyez, dans la restauration de feuilles d'or, donc on était vraiment dans la minutie et dans la petite ornementation, mais à une échelle comme un musée, comme le Louvre. Donc en fait, c'est vrai que j'ai gardé en fait la minutie, mais monumentale. Oui, c'est intéressant la minutie monumentale. C'est pas vraiment paradoxal chez vous en fait. Richard Malka, chez vous aussi, les choses sont liées en fait. On en parlait tout à l'heure, même s'il est différent. On imagine que l'exercice d'écriture d'une plaidoirie ou l'exercice d'écriture d'un roman, ça doit être aussi enivrant finalement, mais c'est pas du tout le même exercice. Alors, c'est pas du tout le même exercice littéraire, mais dans les deux cas, je raconte une histoire. Je plaide en racontant des histoires. Au fond, oui, j'ai une vraie base de conteur. Après, c'est la forme qui change. La forme parlée est évidemment très différente de la forme écrite. Si vous voulez toucher la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez pas
lui parler de la manière dont vous écrirez. Il faut s'adapter, il faut que les mots soient plus directs. Faut que ça ait plus de simplicité. On ne recherche pas la beauté de la phrase, on recherche les mots qui vont pénétrer le cœur. D'accord. Donc quand vous écrivez une plaidoirie, l'idée c'est vraiment de toucher en fait. C'est de rentrer dans le cerveau de la personne. Mais finalement c'est aussi ça pour vos lecteurs. Alors c'est vrai vous rentrez dans leur cœur. Oui, je pense que c'est devenu moi. Oui. En fait, être avocat, c'est un métier qui vous change. Ouais. Donc ma configuration mentale aujourd'hui, je pense que ça consiste quand même beaucoup à convaincre l'autre, et que y compris dans mes romans, il y a un souhait de conviction. Quand on est artiste, on convainc aussi, Mathias Kiss, on cherche à convaincre. Ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est un processus équivalent. Ouais, bien sûr. Hein, quand vous créez une œuvre, est-ce que vous pensez déjà à la manière dont elle va être reçue, par exemple? Tu m'as enlevé les mots de la bouche, exactement. C'est que pour intéresser un jeune de 16 ans, comme je disais, je prends cette matière historique, cette frise ou cette feuille d'acanthe, et en fait, j'essaie de l'emmener sur un terrain qui peut être perçu par des gens qui, d'a priori, n'auraient pas cette culture. Je parle d'un point de vue élitisme, c'est technique, évidemment, mais culturel. D'accord, donc l'idée, c'est aussi de vulgariser, de donner à voir, quoi. Vulgariser, le mot mais populariser. Populariser, d'accord. En tout cas, rendre accessible, ça c'est sûr. Et vous, c'est pareil finalement, vous avez envie de rendre accessible votre parole, et comme elle est importante, en l'occurrence comme sur un procès, comme le procès de Mila, c'est très important qu'on vous entende en ce moment, Richard Malka. Ça, je sais pas si c'est très important. Si, autour de ce sujet-là, justement, de la laïcité, de la liberté, moi, je ne parle que pour être entendu, sinon je parle pas. Donc quand je pense que je ne peux pas être entendu, je me tais en fait, ça sert à rien. Donc il faut s'adapter au public qu'on a en face de soi, il faut faire preuve d'empathie. Est-ce que des fois il y a une plaidoirie que vous avez préparée, puis finalement vous dites non, je vais pas dire ça parce que là ça va pas passer du tout avec un tel ou un tel? Oui. Ah bah oui, il faut s'adapter. Et donc vous faites de l'impro dans ces cas-là, Richard Malka? Il faut s'adapter à la minute. Un pro total avec quelques notes et tout? Oui, mais ça c'est... Comment procéder? C'est le métier? Non, mais c'est l'horreur et en même temps la beauté d'une audience. C'est que tout peut se passer, tout peut changer d'une minute à l'autre. Est-ce que vous avez préparé? Et ça m'est arrivé. 2 minutes avant de plaider, vous mettez à la poubelle, et puis parce que ça va pas coller. Vous sentez que vous êtes pas en adéquation avec ce qui s'est passé à l'audience. Et là, c'est sans filet. Ce qui n'est pas le cas pour une œuvre, Mathias Kiss. Quand une œuvre elle est terminée, donc le public il doit aussi l'accepter comme elle est, quoi. En fait, c'est un peu une imposition, ce qui n'est pas forcément le cas. Non, parfois la veille, je change tout. Oui, aussi. Avant une expo, avant une performance et tout. Pas forcément. On a des doutes jusqu'à lâcher les clés, quoi. D'accord. Et on a des doutes après encore ou pas? Non, après le métier et l'expérience fait que tu assumes tes doutes et tu passes à autre chose. Mais parce que je pense que c'est effectivement la même chose. Il faut être en adéquation avec son œuvre. Donc avec et vous pouvez l'être le matin et puis ne plus l'être le soir. Donc, et là, vous changez. D'accord. Parce que vous pouvez pas livrer au public une œuvre avec laquelle vous-même vous êtes plus en accord. Ouais, exactement. Et un roman, c'est comment alors? Quand il sort, il nous appartient plus, hein? Mais moi, quand il sort, j'y pense plus. D'accord, faut arrêter d'y penser à je ne le relis pas. Celui-là devrait être adapté en bande dessinée. Le voleur d'amour sorti chez Grasset. J'aurais pu le faire, mais je ne veux pas. D'accord. Ça sera parce que vous en avez écrit des BD, Richard Malka. Oui, mais pour moi, ce serait décliner une œuvre que j'ai déjà écrite, alors que celui qui va l'adapter, lui, va créer une véritable œuvre. D'accord. Merci à tous les deux, Richard Malka, Mathias Kiss. On est bien sur Sud Radio. Vous restez avec nous et on revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et c'est le titre de cette émission. Et d'ailleurs, vous êtes dans la dernière édition de la saison 2020-2021. Nous sommes en compagnie ce soir du romancier et avocat engagé Richard Malka et de l'artiste multiple Mathias Kiss. Mathias Kiss, on le disait en début d'émission, vous n'étiez pas forcément destiné à la rigueur des études au départ et finalement vous êtes passé par une des formations les plus pointues qui soit avec les Compagnons du Devoir avant de trouver votre propre moyen d'expression. Est-ce que ça s'est imposé comme une évidence chez vous, finalement, au fur et à mesure? Alors, vous avez commencé à dire que c'est la vie qui vous avait emmené là où vous alliez, mais vous aviez quand même une prédisposition au travail de la matière, à l'image, à l'art, à tout ça. C'est quand même quelque chose qui vous interpellait au départ? Ou c'est vraiment totalement un hasard? Non, c'est les deux. D'accord. J'avais forcément des prédispositions, sinon je pense que j'aurais changé de voie. Ouais. Mais comme je vous le disais, à 14 ans, en fait, on a quand même peu de terrain, de marge de manœuvre. Et
donc c'est ce qu'on appelle les conseillers d'orientation qui ont choisi pour moi. Et après, c'est quand vous disiez aussi c'est une formation, pour moi c'est pas du tout une formation, c'est un peu marche ou crève. T'as pas le choix. De toute façon, t'es là et comme de toute façon t'as pas l'âge pour changer, t'as pas. Enfin voilà, c'est donc tu t'adaptes et puis tu prends encore une fois le meilleur. Et vous y avez pris goût, quoi, en fait? Non, je savais que j'allais m'en servir. Y prendre goût, si j'avais pris goût, j'y serais resté. C'est-à-dire que j'ai pris la jolie face et en sachant que j'en ferais quelque chose d'autre. Et vous, Richard Malka, c'était une vocation, le métier d'avocat? Comment ça vous est venu? Pas du tout. Vous avez commencé quand? Comment? C'est un hasard aussi? Complètement le hasard. Moi, j'ai fait un bac C. Je savais C'était pas maths, hein, bac C, bac physique, oui, c'est ça? pardon. Non, faut le dire pour les jeunes qui nous écoutent. Je me destinais plutôt à des études scientifiques, mais je savais pas trop quoi faire. J'ai suivi le mouvement, j'ai fait la fac de droit. Mais même en droit, j'ai jamais voulu être avocat. Je voulais être journaliste. D'accord. Ou peut-être prof de droit, mais avocat, ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai suivi, j'ai passé le concours, je l'ai eu. J'ai commencé à travailler dans un cabinet et voilà, ça m'a plu. Et en fait, je dois avoir une bonne étoile parce que je pense qu'il n'y a pas une profession qui aurait plus convenu à ce qu'est ma nature. Et la passion, elle est venue en la vivant, en fait. Oui, parce que ça a rencontré, ça a résonné avec ce que j'étais. Et donc, c'était une belle rencontre entre moi et ma profession. C'est sympa. Est-ce que c'est un peu ça qui vous arrive, Complètement. Mathias Kiss, finalement? Ouais. Plus jeune, donc tu le subis plus, t'as moins de choix, t'as moins d'hésitation mais donc c'était plus radical, mais c'est exactement le même trajet. Mais finalement, ce conseiller d'orientation dont vous parlez, là, il vous a rendu service, Mathias Kiss? La route a été longue. Ouais. Je regrette pas l'arrivée, mais la route a été longue. Elle aurait pu être plus simple. Ouais. Et quand on dit que le chemin, c'est ce qui compte, ça vous parle pas, ça, en fait? Si, parce que de toute façon, je suis en réaction. Tout mon travail personnel aujourd'hui d'artiste, que je le veuille ou non, même si je veux couper la tête de mes pères PAIRS, c'est forcément, enfin, si j'ai envie de froisser des miroirs et si j'ai envie de déstructurer des corniches, c'est grâce aux vieux cons qui m'ont emmerdé à l'époque. Donc merci. Vous aussi, on vous a poussé, c'était aussi parfois, quand vous êtes devenu avocat, Richard Malka, c'était aussi parce que vous avez envie de travailler contre les injustices, finalement aussi. Il y avait une vocation comme ça de départ ou pas du tout chez vous? Non, vraiment, j'ai pas eu je n'avais pas de vocation, vraiment. Je savais pas ce que j'avais envie de faire. J'ai rencontré ce métier et oui, alors là, il m'a plu immédiatement. Mais j'ai eu de la chance. Mais il faut toujours un peu de chance dans la vie, en fait. Bon, ça se provoque aussi un peu la chance. Beaucoup de travail. Oui. Ça se provoque. Ça se provoque la chance. Ça se provoque, il faut aller la chercher. Et puis il y a 90% de travail, mais il y a un peu de chance et il y a un petit peu effectivement, de prédisposition. Alors, on va changer un peu de sujet. On est un peu dans une émission qui parle d'excellence française quand même. Et on a tendance souvent à dire qu'il y a une exception française. Alors, qu'est-ce qui fait son exception justement à la France? Tiens, on va commencer par vous, Mathias Kiss. Est-ce que c'est l'excellence de ses métiers? Est-ce que c'est le rapport au temps? Est-ce que c'est... Vous avez peut-être une réponse à ça? Moi, me concernant, je dirais que c'est l'histoire. Forcément, on a un héritage qui est quand même assez singulier. Donc, moi qui ai un peu grandi, moi je dis mon métier m'a pas formé, il m'a élevé. C'est-à-dire que j'ai appris à enlever les mains de mes poches, à dire bonjour. C'est pas les parents qui m'ont appris, c'est mon métier, ce qui est quand même un peu particulier. Et j'ai fait tout ça sur un terrain de jeu qui s'appelle le Louvre. Donc j'ai forcément été très marqué. Le plus bel endroit du monde, quoi. Moi, le Louvre, je le connais pour avoir fait des cache-cache et des batailles d'éponges, vous voyez. Donc c'est forcément j'ai compris aussi. Vous avez grandi au Louvre, quoi, en fait, Mathias Kiss. Ouais, mais complètement. Ouais. Mais j'ai même appris le créole grâce au gardien du Louvre. D'ailleurs, vous êtes un peu des petits combats de boxe au sous-sol, mais enfin bon. On va pas le dire. Il y a prescription. mais forcément, donc c'est quand même super. C'est singulier. C'est le plus grand musée du monde. Donc je pense que vraiment l'histoire de France a forcément de ça a découlé les manufactures aujourd'hui d'Aubusson et compagnie. En fait, viennent de Louis XIV en l'occurrence.
Et tout ça a fait des bébés qui ont fait le luxe d'aujourd'hui. Et vous, Richard Malka, qu'est-ce que vous en pensez, l'exception? Est-ce que c'est aussi les valeurs fondamentales, justement, dont on parlait tout à l'heure, et qui font que on est quand même dans un pays, malgré tout ce qu'on dit, où on a une liberté d'expression, une laïcité, etc., qui ne sont pas des choses très rares, finalement. Oui, non, mais je pense vraiment qu'il y a une exception française, et qui est de plus en plus marquée dans le monde aujourd'hui. On le sent. On est pris en étau entre l'islamisme et le monde anglo-saxon. Il y a les Chinois aussi, maintenant. Oui, enfin, c'est pas non plus notre modèle, mais c'est vrai. Mais oui, la France est une exception sur la liberté d'expression, sur le droit au blasphème, sur la laïcité. On a un modèle d'évolution, de développement, de société qui est différent, qui est très attaqué. C'est pas grave, on est peut-être les seuls au monde, mais alors. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus le défendre, justement, ce modèle de vie. Oui, je pense. Et puis, être seul contre tous, ça me dérange pas, en fait. Vous aimez bien ça, vous, j'ai remarqué déjà. C'est un beau défi, non? Et vous, Mathias Kiss, seul contre tous, ça vous parle? Moi, je ne suis ni dans l'ornementation, ni dans l'art contemporain. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, j'ai eu du mal à vous décrire, donc j'ai choisi différents mots. Ni l'un ni l'autre. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut dire, alors? Seul contre tous. On est une bonne équipe. Vous êtes pas mal tous les deux. Seul contre tous, ça veut dire aussi qu'il faut faire accepter une vision. Exactement. Et longtemps, moi, j'ai souffert de ne pas avoir eu de modèle, de ne pas avoir la photo d'un mec que j'admirais, en me disant plus tard, je serai lui, j'ai envie de faire ce job, j'ai envie de faire ces œuvres-là. Vous voyez, j'ai pas du tout le côté... Si vous en aviez aujourd'hui un modèle ou un grand artiste, par exemple, que vous auriez envie de citer, il y en a un qui vous vient? Non, du tout. Il n'y a aucune projection de votre part sur personne? Non, parce qu'en fait, moi, je travaille en réaction et contre aussi, contre une pensée unique et contre un classicisme figé et poussiéreux. Ça vous parle, ça, Richard Malka, non? Voilà. Et j'ai envie de dire que je connais l'existence d'un jeune homme qui s'appelle Marcel Duchamp depuis peu de temps. Je lui souhaite une longue carrière, mais si j'avais fait les Beaux-Arts, je voudrais être le nouveau Marcel Duchamp ou faire l'inverse de lui. Ce qui est un peu, vous voyez, il y a déjà un truc formaté dans la formation scolaire, même pour les Beaux-Arts, vous voyez. Moi, j'ai eu cette chance. Au départ, ça a été un peu difficile, mais j'ai eu cette chance aussi après de pas avoir de modèle. C'est ce qu'on disait il y a des fois, et je sais plus où j'avais vu ça, que finalement c'était plus facile parfois d'être orphelin aussi parce qu'on se crée sa propre histoire. Exactement. Et moi qui suis orphelin de parents, j'ai pas à me taper le déjeuner du dimanche. Donc en fait, parfois à la fête des mères, tu pleures un peu, puis en fait le dimanche, tu te dis moi je peux bien content d'être tranquille. Je peux aller à la chasse aux champignons. On va arriver à la dernière question de cette émission que j'ai empruntée à Laurent Vimon, le PDG de Century 21 sur Twitter et que j'aime beaucoup. On va commencer par vous, Richard Malka. Que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu? Waouh! Parce qu'on en est sur des questions d'évolution, là. Pas mal. Ah, pas mal? Vous serez content? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez faire quand vous aviez 5 ans? Vous rêviez de quoi? Je voulais être soit cosmonaute, soit président du monde. D'accord. Vous êtes entre les deux, finalement. Bon. Et vous, Mathias Kiss, alors? Qu'il s'en est bien tiré. Et que de souffrance, d'isolement, et sans larmoyer, mais... Vous avez grandi tout seul, vraiment, quoi, Mathias Kiss, en fait, hein? Moi, j'ai été dans un orphelinat. J'ai été en pensionnat en CM2. Donc, tu vois, où je me faisais punir pour pas rentrer chez moi le week-end. Et ils m'ont viré au milieu de la 4e. Vous faisiez exprès de vous faire punir? Ouais, j'adorais. Et oui, ils m'ont viré au milieu de la 4e, mais moi, je ne m'ai pas laissé terminer, pour faire un apprentissage. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je ne serai jamais blasé, où je n'ai pas le sourire. Ouais, d'accord. Donc, en fait, de la douleur, vous en avez tiré du sourire, Mathias Kiss. Ouais. Et vous, Richard Malka, des difficultés que vous pouvez rencontrer, ou en tant que personne, ou en tant qu'avocat, ou dans des situations difficiles comme celles que vous vivez avec Mila, qu'est-ce qui fait que le matin, vous allez quand même y aller avec le sourire et l'envie de le faire quand parce que quand même, être confronté à une telle violence, c'est pas toujours très simple. Je crois qu'il y a, chez moi, il y a une nature un peu guerrière. D'accord. Oui, j'aime ça. J'aime le combat. Vous aimez monter... J'aime le combat, j'en ai besoin même. D'accord. Ouais. C'est ce qui fait que finalement votre métier vous plaît aussi, hein, Richard Malka.
Oui, j'aime le combat singulier, j'aime ce métier d'avocat parce que c'est pour le coup, une vraie confrontation mais avec des règles. Oui, j'aime ça. Donc, je suis très peureux physiquement, mais du coup, je dois compenser. Vous devrez faire un peu de boxe taille avec Mathias Kiss. Non, ça, je ne fais pas ça. Mais je pense que je compense en me mettant en danger dans mes combats. D'accord. Et vous, la boxe taille, c'était aussi pour amorcer votre combat dans la vie, finalement, Mathias Kiss, hein? Ouais, j'étais très en colère, donc ça m'a canalisé. J'avais besoin d'affronter le monde et de lui cracher à la gueule, donc c'était un bon exutoire. Donc si on résume bien pour tous les deux, vous êtes arrivés là par hasard, mais finalement vous êtes bien contents l'un et l'autre, c'est bien ça. C'est ça. Et la vie est un combat, mais il faut continuer à y aller, et c'est ça qui est beau aussi. C'est ce qui se donne son sens aussi. Et qu'est-ce que c'est l'excellence à votre avis? C'est justement continuer à se battre quoi qu'il arrive et faire les choses bien? Richard Malka. Ça, l'excellence, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais. Donc c'est un chemin en fait, l'excellence. Ouais. Hein, vous êtes d'accord avec ça, Mathias? Moi, j'allais dire, faut jamais lâcher. Donc c'est ça. Donc on est d'accord. On est d'accord. C'est beau. C'est une belle dernière émission, messieurs. Je suis bien ravie de vous avoir reçus. J'espère que vous avez bien tous entendu qu'il faut continuer le combat jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite à tous un excellent été. Merci à tous les deux. Je rappelle pour tous que le dernier livre de Richard Malka, Le voleur d'amour, est sorti chez Grasset et disponible dans toutes les bonnes librairies et chez tous les bons dealers. Et que le monde de Mathias Kiss est à découvrir sur son site www.mathiaskiss avec un seul T et 2 S à la fin.com. Mathias, est-ce que vous avez une actualité, une exposition qui arrive bientôt, quelque chose à nous dire? En ce moment, j'ai fait une installation dans la boutique Hermès du Faubourg. D'accord, et puis, à Paris. À Paris. Et pour le off de la FIAC, je fais une installation dans une maison de Géoponty à Garches. Donc ça sera au mois d'octobre, c'est ça? Octobre. Début octobre 2021, donc. 21. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet excellent tout au long de cette année, plein de rebondissements et de belles surprises. On va se retrouver en septembre pour de nouvelles aventures. Et en attendant, vous pouvez me retrouver dès demain à 7h aux côtés de Philippe David pour la matinale de Sud Radio. Cet excellent est à retrouver en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à Bastien Malric et à toutes les équipes de Sud Radio pour cette belle saison. C'était excellent. Bisous les copains.